Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre du MOOC Environnement et santé des femmes et des enfants, je vais vous parler aujourd'hui des facteurs environnementaux et de leur impact sur le métabolisme. Mon nom est Xavier Koumouls, je suis professeur à l'Université de Paris et je dirige une équipe INSERM qui s'appelle Métatox au sein de l'unité INSERM T3S ou 1124. Dans un premier temps, définissons ce qu'on entend par facteurs environnementaux. Les facteurs environnementaux, on les connaît tous. Ce sont par exemple des agents physiques comme les ultraviolets ou la température. Ce sont aussi des agents biologiques dont on a entendu beaucoup parler, comme les virus et les bactéries, mais aussi évidemment des agents chimiques qui peuvent par exemple contaminer nos aliments ou auxquels on peut être exposé de manière extrêmement variée. Et ce point est important à signaler, varié, puisque la nature de ces facteurs chimiques, elle est extrêmement importante et elle définit ce qu'on appelle des mélanges de polluants ou cocktails. Alors, dans cette catégorie des agents chimiques, on va distinguer notamment des polluants organiques de polluants minéraux, les métaux lourds, et pour les polluants organiques, on va considérer deux grandes catégories qu'on appelle polluants organiques non persistants, la très grande majorité, et polluants organiques persistants, c'est-à-dire qui s'accumulent dans l'organisme. Alors, encore une fois, les non-POP, non persistants, les polluants organiques non persistants, c'est la très grande majorité. On entend souvent parler d'eux dans les médias avec les phtalates, les bisphénols, mais aussi un très grand nombre de pesticides. Et puis, les polluants organiques persistants, eux, sont souvent moins représentés médiatiquement. Ils sont caractérisés par une accumulation longue dans les organismes. On parle ici par exemple des polychlorinétides biphényles ou PCB. On parle également des pesticides comme ceux qu'on appelait auparavant les organochlorés. Mais on en parle encore avec le chlordécone par exemple, qui est un pesticide organochloré. Les composés polybromés et puis par exemple aussi les dioxines. Pourquoi les dioxines ? Parce que ça permet de prendre la mesure de cette persistance. La dioxine de Seveso a une demi-vie dans l'organisme de 7 ans chez l'homme et la femme. On est donc avec une molécule qui, quand on l'ingère, par exemple, quand on ingère 1 gramme au jour J, 7 ans plus tard, on en a encore 0,5 g dans l'organisme. Donc si on est exposé tous les jours, ces molécules finissent par s'accumuler dans notre tissu adipeux. Alors pour revenir à cette diapositive, on peut maintenant parler des pathologies auxquelles on fait référence lorsqu'on parle de facteurs environnementaux. Si on prend les UV, on va tout de suite penser évidemment par exemple à cancer de la peau. Mais qu'en est-il pour les agents chimiques ? Pour les agents chimiques, on va pouvoir mettre en relation l'exposition à certains d'entre eux avec l'apparition de certains cancers qui peuvent être hormonaux ou non hormonodépendants, une altération de la fertilité, les perturbateurs endocriniens, donc altération du système reproducteur, des maladies neurodégénératives ou des maladies de type neurocomportemental. Et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, les maladies métaboliques comme l'obésité, le diabète, la stéatose hépatique, ou qu'on appelle aussi foie gras, ou les maladies cardiovasculaires et respiratoires. Ces deux dernières catégories, métaboliques, cardiovasculaires et respiratoires, peuvent être rassemblées sous un terme qui est maladie métabolique au sens large. Examinons dans un premier temps les données sur les populations, les données qui sont extraites des populations, c'est-à-dire les données épidémiologiques. On peut faire un saut assez important dans le passé, et dès les années 70, puis 80, puis 90, on commence à avoir les premiers liens entre polluants environnementaux et maladies métaboliques. Cette table un petit peu compliquée illustre une association. En épidémiologie, on parle d'association, on associe deux choses, on n'est pas sûr qu'il y ait un lien direct. Ici, sur cette table, on voit sur la dernière colonne qu'il y a une association positive entre le fait de développer un diabète de type 2, dans la table, c'est ce qui est indiqué par T2D en anglais, Type 2 Diabetes, donc diabète de type 2, et le fait, première colonne, de subir une exposition à ce qu'on appelait à une certaine époque l'agent orange. C'était un agent qui était très très utilisé au Vietnam comme défoliant, et c'est ce qui est marqué en bas de la diapositive. Il était hautement contaminé avec de la TCDD, c'est-à-dire la fameuse dioxine de Seveso. Donc là, sur cette table, on voit qu'il y a une association positive entre
cette exposition à l'agent orange et le diabète de type 2. Encore une fois, association et pas nécessairement lien de causalité. Mais si on prend l'ensemble des études et qu'on les détaille un petit peu et qu'on regarde simplement la colonne de droite qui est présentée sur cette diapositive, eh bien on voit qu'il y a des associations inverses, des associations positives, parfois pas d'association, entre différents types de polluants qui peuvent être des pesticides, des dioxines et les fameuses maladies métaboliques. En conclusion, on a ici des études anciennes qui sont relativement contradictoires. Alors, si maintenant on s'intéresse à un passé un peu plus récent et qu'on examine toujours les liens épidémiologiques, eh bien on voit que ces études épidémiologiques récentes, conduites sur les populations, c'est-à-dire des personnes qui vont être exposées par l'alimentation, donc plutôt avec des basses doses, mais sur le long terme, c'est-à-dire potentiellement tous les jours. Un consommateur, par exemple, de poissons réguliers, gras, peut être exposé à des métaux lourds, peut être exposé à des dioxines de manière régulière, mais encore une fois à basse dose. Eh bien, on voit, et c'est ce qui est indiqué au milieu de la diapositive, qu'il existe une association positive entre les diabètes de type 2, il y en a plusieurs, et l'exposition à un mélange de composés qu'on appelle des organochlorés, ce sont des pesticides, ou des PCB. Et on voit que c'est assez cohérent sur un certain nombre d'études qui sont faites dans différents pays, plus d'une vingtaine d'études au total. Alors, si on s'intéresse à un résultat en particulier d'une de ces études, un exemple mené grâce à une population américaine entre 1999 et 2002 qui s'est intéressée à un mélange de 6 composés, 2 dioxines, 1 PCB, 3 métabolites de pesticides organochlorés. Métabolites, ça veut dire que la molécule a été transformée chimiquement par notre corps. On a donc 6 composés qui sont tous les 6 des POP, polluants organiques persistants. Eh bien, il existe une forte association avec le diabète de type 2. On a notamment, en bas de la diapositive, un graphe qui illustre cette relation entre l'ordonnée, la prévalence du diabète, et la contamination chimique. Ce qui est intéressant dans le graphe, c'est qu'en fait, c'est un graphe avec 3 axes. On a la prévalence du diabète en ordonnée, et en abscisse, on a 2 axes. On a l'indice de masse corporelle. Donc on va faire très simple. La première colonne désigne les individus qui ont un indice de masse corporelle normal. Au milieu, ceux qui sont en surpoids. Et la dernière colonne, ceux qui sont obèses. Et puis l'autre axe, ce qu'on appelle le quintile of summary measure of 6 POPs, c'est le niveau de contamination, on va dire, par un découpage qui est fait dans la population, avec en Q1 les personnes qui sont les moins contaminées et en Q5 les plus contaminées. Et alors ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on voit de manière très simple que plus on est contaminé, plus on va avoir une prévalence du diabète qui est importante. Plus on est en surpoids ou obèse, plus on va avoir aussi une chance de développer ces maladies. C'est normal, puisque ces maladies sont aussi bien sûr liées à notre composition corporelle. Mais ce qui est tout à fait intéressant, si vous regardez notamment le Q1, c'est-à-dire les individus les moins contaminés, qu'on soit de poids, on va dire, normal ou en surpoids ou obèse, eh bien, il n'y a pas de prévalence du diabète. Ça signifie donc que la contamination chimique influence fortement l'apparition de la maladie métabolique. Au-delà de ces aspects populationnels, épidémiologiques, on peut aussi s'intéresser à des aspects plus expérimentaux, justement pour essayer de prouver des liens de causalité. Voyons 2 exemples. Alors, dans l'étude qui est une étude de Ruzin et collègues de 2010, qui a été publiée dans EHP, on a des collègues qui ont donc fait des études sur des rats, 4 groupes de rats, avec des rats nourris avec un régime normal, ou des rats nourris avec un régime gras, ou des rats nourris avec un régime gras, mais à base d'huile de saumon. Et dans ce cas, on a 2 catégories. On a les rats qui sont nourris avec de l'huile de saumon qui est non traitée, c'est-à-dire qu'on a pris de l'huile de saumon brute et on ne l'a pas modifiée. Et puis une huile de saumon qu'on a purifiée, c'est-à-dire on a enlevé les polluants qui étaient contenus dans cette huile de saumon. Il faut savoir que les saumons peuvent être des animaux qui sont fortement contaminés par des polluants organiques persistants en fonction des régions. Donc on a 4 groupes, je répète, normal, nourris avec un régime riche en gras, ou nourris avec un régime riche en gras avec de l'huile qui est purifiée, ou avec de l'huile qui est, on va dire, environnementale, c'est-à-dire avec les polluants. Alors, sur cette population de rats, on les sacrifie et on va extraire leur foie et on va examiner leur foie après un certain temps d'exposition
à ces différents régimes. Donc là, on va aller très rapidement aussi, on va regarder le bas de la diapositive, c'est l'histologie du foie. Cette histologie du foie, on voit que chez un individu contrôle, elle est très belle. Chez un individu nourri avec un régime riche en gras, eh bien, on voit qu'il y a vous voyez, des petits ronds blancs qui sont les marqueurs d'une stéatose hépatique, mais très très légère, avec des micro-gouttes, on va dire. Chez les individus qui sont nourris avec une huile de saumon, alors toujours un régime riche en gras, mais l'huile de saumon a été purifiée, il n'y a plus les polluants, on voit qu'on a une architecture qui est relativement proche de celle du contrôle. Par contre, si on prend les rats nourris avec un régime riche en gras, avec une huile qui est contaminée, eh bien on voit qu'il y a un développement, une stéatohépatose majeure qui s'est développée. J'espère que je vous ai convaincu, au travers de ces études épidémiologiques et expérimentales, que, évidemment, on est contaminé par des polluants qui proviennent de l'extérieur, de notre alimentation notamment, et que ceux-ci peuvent avoir un impact sur des paramètres qui sont par exemple des paramètres hépatiques ou des paramètres qui concernent le tissu adipeux, car ces polluants vont bien sûr s'accumuler dans le tissu adipeux. Mais une fois que cette contamination est faite, on peut se poser la question, sur le long terme, quelles sont les conséquences de cette contamination en termes de relargage? Est-ce que le tissu adipeux qui a stocké les POP va relarguer ces POP et ainsi impacter par exemple le foie? Alors de notre côté, on a mené ce type d'études en faisant des greffes de tissu adipeux contaminé. Qu'est-ce que ça signifie? On prend une souris, la souris 1, en haut à gauche, on la traite avec de la dioxine, un seul POP, et on sacrifie la souris. On récupère le tissu adipeux et on greffe ce tissu adipeux sur une souris, la souris numéro 2, qui elle n'a jamais vu de POP, hormis ceux qui sont potentiellement dans la greffe. On attend que la greffe prenne, il y a un relargage dans le sang de cette greffe et on va faire par exemple un suivi du cerveau, mais aussi de cet organe qu'on a déjà examiné tout à l'heure, le foie. Qu'est-ce que l'on constate? Eh bien, on constate qu'il existe une perturbation de la synthèse du glucose au niveau du foie chez ces souris qui subissent ce relargage par le tissu adipeux qui a été greffé et provenant donc de cette souris numéro 1. Alors en conclusion générale sur l'ensemble de ces études, lorsqu'on parle de perturbations environnementales, chimiques, on pense très fréquemment aux perturbations endocriniennes qui ont une très forte visibilité médiatique avec notamment ces produits qu'on appelle des perturbateurs endocriniens. J'espère vous avoir convaincu qu'il existe d'autres perturbations qui sont tout aussi importantes et probablement un peu moins étudiées. Des perturbations du développement, de l'immunité, des perturbations neurologiques, j'en ai pas parlé, mais bien évidemment aussi des perturbations de type métabolique. On a clairement un lien qui est associé avec la présence de POP dans notre organisme et des processus qui sont des processus inflammatoires. Processus inflammatoires dans le tissu adipeux qui contribuent aux maladies métaboliques. Il est de plus en plus important, dans ce contexte, d'aller étudier des mélanges. Je vous ai présenté des données sur les mélanges et vous avez vu que le fait d'être en présence d'un mélange a un impact qui est potentiel. On a de plus en plus d'études qui portent sur les liens entre les polluants, les POP, et par exemple le microbiote intestinal qui est exposé de manière continue, avec potentiellement des liens sur des maladies comme celle de l'obésité. Et puis, je vous ai aussi parlé de cette fonction du tissu adipeux. Le tissu adipeux, en stockant nos polluants, il nous protège quelque part, protège d'autres organes qui sont donc moins exposés. Mais à terme, eh bien, ce tissu adipeux peut relarguer des polluants. Et cette toxicologie interne, elle est tout aussi intéressante à aller examiner. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que lorsqu'on perturbe le métabolisme, on peut impacter d'autres maladies. On sait de plus en plus que le cancer, c'est une pathologie qui se développe avec des aspects de perturbation métabolique. Et c'est aussi le cas pour les maladies neurodégénératives. Enfin, pour terminer, notez que les polluants dont je parle depuis tout à l'heure sont aussi potentiellement des perturbateurs endocriniens. Et donc, quand ils touchent un organe et qu'ils perturbent son métabolisme, ils peuvent aussi toucher d'autres organes et avoir des effets de type perturbateur endocrinien. Et puis, on a évidemment tout un tas d'études qui portent de plus en plus sur les non-POP. Moi, je me suis beaucoup focalisé sur les POP ici. Et ces non-POP sont eux aussi de plus en plus impliqués dans les pathologies métaboliques. Quelles sont les solutions? Pour un mot de conclusion, eh bien, en ce qui concerne notre alimentation et la contamination de celle-ci par des polluants organiques, persistants ou non persistants, une question doit se poser des producteurs jusqu'aux consommateurs sur nos manières de consommer. Ça soulève donc de grandes questions sociétales, des questions en termes de production de notre alimentation, de consommation de celle-ci, et simplement pour rappeler le fait qu'on gâche encore beaucoup d'aliments
dans notre alimentation et que ce gâchis peut contribuer aussi à une pollution puisqu'on va évidemment utiliser beaucoup d'intrants chimiques pour produire cette alimentation. Et donc, du consommateur au producteur, chacun d'entre nous avons une responsabilité dans l'apparition potentielle de ces maladies métaboliques. Merci à tous et à toutes.